Culture, nous vous emmenons ce soir sur les traces de l'homme de Néandertal. On lui a mis toutes les tares sur le dos, cannibale, sans langage, ne respectant pas ses morts, mais c'est visiblement injuste, comme en témoigne l'expo que lui consacre le Musée de l'Homme. C'est pourquoi nous accueillons ce soir Marilène Patou-Matisse, qui est directrice de recherche au CNRS et commissaire d'exposition. Elle est l'auteure de Néandertal de A à Z aux éditions Alary. À ses côtés, Antoine Balzeau, chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle, auteur, lui, d'un guide de survie sur les traces de Néandertal aux éditions du Chêne avec Karine Bazot. Petit, prognate, avec une tête en ballon de rugby. On ne l'a pas beaucoup gâté jusqu'ici, David. Arrêtez de le stigmatiser. Il est derrière vous. Enfin, oui, d'accord. Mais enfin, c'est parce qu'il a disparu qu'on dit qu'il était petit, qu'il était moche, etc. Évidemment, c'est parce qu'il n'a pas survécu. Sauf qu'on s'est aperçu, il y a quand même quelques années, qu'on en avait encore des petites traces du Néandertal dans notre ADN. Et donc, ça a fait un mouvement de sympathie pour ce loser. C'est un loser puisqu'il a disparu, même s'il a vécu très très longtemps. Il a disparu et donc il y a une réhabilitation de Néandertal. C'est ce qu'on voit dans ces livres qui paraissent dans cette exposition. On a envie de mieux connaître ce gars qui nous a laissé quelques grammes d'ADN. Pourquoi il y a cet engouement, à vous deux, qui êtes des passionnés? Vous avez publié des livres importants, une exposition formidable. Je pense qu'il y a vraiment, je crois, en ce moment, un mal-être d'être homo sapiens. Je crois que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de gens, moi j'ai vu évoluer au cours des années le regard porté sur Néandertal, qui était joint à un regard de plus en plus critique vis-à-vis de ce qui est devenu homo sapiens. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, voilà, c'est un destructeur, et il abîme toute la nature, et en plus on voit que le progrès n'a pas amené la fin des familles ni la fin des guerres. Et donc, je crois qu'il y a aussi ça. Et donc, un effet de balancier. Il y a un effet de balancier, exactement. C'est-à-dire qu'avant, il fallait se battre pour dire il n'est pas inférieur. Maintenant, il faut se battre pour dire attention, il n'est pas supérieur à Homo sapiens. Oui, parce qu'on fait un complexe à l'envers, en fait. Antoine Balzeau, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a aussi un grand intérêt pour nos origines. On se passionne de plus en plus pour notre passé, comprendre notre évolution. Et puis, je crois qu'on s'est rendu compte aussi qu'on faisait partie du vivant, chose qu'on ignorait finalement il y a 150 ans. On pensait l'homme au-dessus de tout. Et puis on avance, puis on se rend compte que l'homme est une forme de vie comme d'autres et qu'il y a eu d'autres humanités avant. Et c'est pour ça aussi que Néandertal est passionnant. C'est que c'est un homme très proche de nous, mais vraiment différent. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi beaucoup. On va regarder la bande-annonce de l'exposition qui montre qu'il a quand même une revanche à prendre, ce garçon. Allez, vas-y mon gars. J'étais un grand chasseur. J'ai façonné la pierre. J'ai 350 000 ans. J'ai peuplé toute l'Eurasie. J'ai aimé la beauté. J'ai honoré mes ancêtres. J'étais un homme. Néandertal, l'expo. À découvrir au Musée de l'Homme. Alors, on sent l'amertume du bonhomme quand même. Il n'a pas pu défendre son bilan. Il a disparu sans avoir combattu face à... Bon, voilà. Pourquoi il a disparu? Oh là c'est vraiment la question actuellement débattue. C'est-à-dire que là, on a eu tout un tas de versions. Alors, il y en a qui ont dit c'est parce qu'il mangeait trop de viande et pas assez de légumes. Il y en a qui ont dit c'est à cause des fumées des foyers, il s'est intoxiqué. Enfin, on a eu droit quand même à des choses très farfelues. Vous pensez quoi, vous? C'est-à-dire que là, nous, on pense, enfin, je dis nous, c'est parce que c'est avec Pascal Depape, qui est commissaire, l'autre commissaire de l'exposition, qu'il y a probablement plusieurs causes, et surtout une majeure, c'est le problème démographique. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenant des renseignements sur la baisse de la diversité génétique dès moins 150 000 ans. Donc on pense que déjà, au niveau démographique, ils ont été de plus en plus affaiblis au niveau numérique, et qu'avec l'arrivée peut-être des sapiens donc, en Europe vers moins 45 000 ans, supposément de nous, c'est-à-dire nous, les premiers, je pense que ça a aussi accéléré la mobilité, notamment. Moi, je travaille beaucoup en Europe orientale. C'est comme le rhinocéros blanc, il a fini par disparaître. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'arrivez plus à vous reproduire, vous savez, quand on est deux, il faut faire deux, surtout si personne fait trois. Donc, à un moment donné, ça va très très vite au niveau de la chute. Et je pense que ce problème démographique a été accéléré par l'arrivée des Homo sapiens. Antoine Balzeau, il savait quand même faire plein de choses. Techniquement, il savait s'adapter. Enfin, il n'était pas complètement vulnérable. Qu'est-ce qu'il savait faire d'ailleurs, ce Néandertal qui a disparu? À peu près tout ce que les hommes comme nous de l'époque étaient capables de faire. En fait, Homo sapiens et Néandertal, qui ont cohabité pendant presque 100 000 ans, en fait, avaient des capacités
tout à fait similaires. On retrouve les mêmes traces dans le temps de comportements symboliques, rituels, enterrer ses morts, faire des petites parures, peut-être même des peintures dans les grottes, relativement simples. On a encore tout un champ à étudier à ce sujet-là, mais ils savaient faire vraiment plein de choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'ils faisaient mieux que nous? Ah, c'est toujours difficile de classifier les choses. Et en fait, c'est un des vrais problèmes aussi, c'est qu'on a toujours envie de hiérarchiser. Et typiquement, la question de sa disparition, c'est ça. Pourquoi a-t-il disparu comme s'il y avait une seule raison? Il n'y en a pas une seule. Il y a plein d'hypothèses qui sont en plus quasiment impossibles à tester parce qu'on n'a pas assez de données scientifiques pour les tester. Et c'est ce qui arrive aux espèces vivantes, disparaître un jour. On a parlé de l'alimentation. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Là, il y a eu des renseignements ces dernières années très utiles pour nous parce qu'on pensait que c'était qu'un mangeur de viande essentiellement et un tout petit peu comme ça de végétaux. Et là, on s'est aperçu qu'il consommait pas mal de végétaux et surtout en plus des végétaux cuits. Alors c'est vrai que l'image du Néandertalien mangeant un gros morceau de barbac bien saignante, là on le remplace par mangeant des graminées sauvages, c'est-à-dire l'ancêtre de nos céréales en galette, c'est sûr que ça change l'image. Et donc là ça a été voilà. Du steak tartare au quinoa, il y a un univers. Il y a quand même une différence. Et c'est vrai que toutes ces découvertes au fur et à mesure ces dernières années, parce que tout s'est passé dans ces dernières années, les découvertes majeures, notamment le fait qu'ils par exemple récupéraient des plumes et des cerfs, des rapaces, notamment des aigles. Là aussi ça nous interpelle. C'était pas pour manger les aigles ou les grands corbeaux, c'était vraiment pour prélever ces éléments. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? On se pose la question, mais en tout cas, c'est important parce que c'était pas utile. Et qui cuisine? Et derrière cette question, il y a une interrogation sur la répartition des rôles néandertaliens, néandertaliennes. Là, on rentre encore dans la question des représentations. Tout ce qu'on a fait de séparation des tâches entre hommes et femmes sur la préhistoire, c'était que de l'extrapolation à partir de notre cadre culturel à un moment donné. Et typiquement, pour la préhistoire, on n'en sait rien. Parce que là, on voit une jeune femme avec le bébé dans les bras. Oui, dans la répartition des tâches. Alors, je reviens quand même sur... généralement, et un peu spontanément, mais c'est sans doute parce qu'il avait mauvaise presse, en quelque sorte, Néandertal, on le voit toujours dans des formes assez simiesques. En même temps, on a eu des images de lui parfois qui semblaient beaucoup plus proches de ce que nous sommes. Alors, où est la réalité et est-ce que vous pouvez essayer de nous le décrire? Parce que c'est quand même un exercice de style qui fait toujours plaisir. Bon, écoutez, schématiquement, c'est un petit trapu, très très costaud. L'homme, la femme aussi d'ailleurs, très costaud. Et son crâne, il est particulier, allongé en forme de ballon de rugby. Nous, il est plutôt au ballon de foot. Le front fuyant, les gros bourrelets au-dessus des yeux et l'absence de menton. Donc schématiquement, c'est ça. Il mesurait jusqu'à combien? Là, le plus grand, le Sidron, on a 1,65 m. Mais sinon, c'est vrai, c'est plutôt des petits. Mais ce qui est intéressant de voir, ce que vous dites, c'est la représentation. Parce qu'en fin de compte, là, on a mis dans l'exposition une néandertalienne. C'est une dermoplastie de Elisabeth Daines. On l'a habillée avec des vêtements modernes. Et en fin de compte, les gens sont très les gens sont très surpris. Assez sexy. Et oui, parce que de toute façon... Diaphane. Oui. Et donc, cette notion du beau, du moins beau, là, vous savez, c'est sujet à dissertation. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une forme de vie politique, de vie religieuse? Est-ce qu'il... Oui, mais écoutez, on a envie de vous savoir. nous intéressez à Néandertal, on vous pose toutes les questions. C'est des questions, niveau 6e, c'est les meilleures. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de traces directes de tout ça. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de film, il n'y a pas de livre. Ce serait beaucoup plus facile. Enfin, on les écrit, malheureusement, on n'a pas leur texte à eux. On ne sait pas s'il y avait un président des Néandertals, par exemple. Non, mais il y avait déjà de la croyance. Oui. Ils enterraient leurs morts. Attention, il y a de la croyance. Ils ont des rites particuliers. Ils pensent à quelque chose. Quand on enterre un mort, on ne le fait pas par hasard. Il y a une volonté de le faire. Par contre, on n'a aucune idée du sens qu'il y a derrière, ni de l'éventuelle religion. Mais c'est vrai qu'il y a un ensemble de signes comme ça. Ça peut aussi ne pas avoir d'autre sens que de mettre quelqu'un dans un trou et d'éviter éventuellement des contaminations. Enfin, je ne sais pas si on est obligé de donner une mystique systématique au fait de mettre quelqu'un dans la terre une fois qu'il est mort. On a plus de données que ça parce qu'on a des gisements où on a 7, 8, 9 corps différents, orientés de la même manière, avec la même position, plusieurs choses qui sont vraiment communes. Ça devient un drôle de hasard quand même pour faire un charnier enterrer autant de corps comme ça au hasard. Surtout que c'était des lieux de vie aussi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils mêlaient leur vie quotidienne, l'endroit où ils mangeaient, ils vivaient, et où ils laissaient aussi les défunts. Marilène Patou-Matisse, la journée type d'un néandertalien,
lever 4 heures, 5 heures. On sait ça, on a des repères, ou alors c'est le brouillard Non, total aussi? On Est-ce qu'il y avait des grèves de la SNCF? Vous voyez. Non, les repères quand même à l'époque, c'est quand même par rapport au jour, à l'alternance de jour et de la nuit, l'alternance des saisons. Donc les activités varient en fonction de ça. Mais je reviens à votre question. On a quand même quelques petites fenêtres, quelques petites informations sur le fait que, par exemple, il y a une certaine solidarité, une certaine coopération. Quand on est des chasseurs de grands mammifères, par exemple un troupeau de bisons, on part à la chasse, il y a une certaine coopération entre les membres du groupe. Ça se prépare, on discute, etc. Et aussi, au niveau de la solidarité, on a la preuve maintenant qu'ils soignaient les malades, ceux qui étaient traumatisés, qui avaient une fracture, etc. On voit qu'ils apportaient des soins, qui connaissaient les plantes médicinales, hein, même la pénicilline, entre guillemets, et l'aspirine. Et donc, ils les soignaient. Même un handicapé, fortement handicapé, on ne le tuait pas, on le soignait, on le gardait. Alors ce qui était quand même important pour le groupe, parce que c'est des petits groupes de 15-30 personnes, peut-être 50, c'est quand même, ça peut être un poids, et pas du tout. Même de naissance, un handicapé de naissance n'était pas exterminé. Ce que vous nous dites, c'est très intéressant. Et ça, je pense que c'est important. Ils ont enterré des fœtus, par exemple. Donc ça aussi, c'est quand même des choses qui nous parlent quand même. Pardonnez-moi de cette question qui peut vous paraître un peu étrange, mais enfin, on est vraiment sûr qu'il a disparu. Alors là, je laisse Antoine répondre à cette question, Allez, parce qu'il y a beaucoup de divergences. Très bien, alors Antoine Balzo. C'est une question à multiples réponses possibles. Il a disparu en tant qu'espèce. Ça, c'est une certitude. L'humanité un peu différente de nous, avec des caractères particuliers morphologiques, n'existe plus. Toutefois, ils nous ont transmis quelques gènes. On a tous quelques pourcents qui viennent de Néandertal. Mais très peu par rapport au fait qu'on était très communs aussi. On était communs à 98% génétiquement avec eux. En fait, il y a 50 000 ans, il y avait 4-5 espèces d'hommes différentes qui se croisaient de temps en temps, et de temps en temps pouvaient avoir la possibilité de faire des petits ensemble. C'est pour ça qu'on a aussi un petit mélange, un petit reste de cette histoire métissée du passé. Il y a eu des rapports sexuels entre Homo sapiens et Néandertal. Et justement, ils sont passés comme ça. Vous voyez, ça c'est très intéressant, allez-y. Je disais qu'il y avait un vrai débat, parce qu'actuellement, il y a quand même un débat, c'est sur le fait qu'il y ait des croisements et des croisements fertiles. Il y a une discussion, il y a des paléanthropologues. Bon, Antoine est un paléanthropologue, il vous a donné son avis. Il y en a d'autres aussi qui pensent peut-être qu'on pourrait réunir les 3 espèces. L'homme de Denisova, vous savez, qui a été découvert, on a fait juste par l'ADN, dans une grotte dans l'Altaï, les Néandertaliens et les sapiens. Parce que tout ça pourrait être une seule espèce, et avec à l'intérieur une diversité en termes de sous-espèces. Donc là, c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, on peut rediscuter sur cette notion de disparition. Les 3 espèces qui... Enfin, bon. Mais oui. Voilà. Alors, Je vais voir ça. Moi, je vais revenir quand même, parce que c'est l'heure de l'apéritif, sur le régime. Il est flexitarien. Et vous dites dans votre bouquin... Ça veut dire quoi? Justement, je ne sais pas. Flexitarien, mais vous dites qu'il mange des baies, des fruits, des noisettes, des marrons, des choses comme ça. Comment on sait ça? On n'a pas des indications pour tout, mais on commence à en avoir vraiment beaucoup finalement. C'est vrai que l'image qu'on avait au départ, c'était que retrouve-t-on dans un site? Des ossements, il mangeait de la viande. On a fait des progrès dans plein de techniques différentes qui nous permettent de voir des résidus sur les outils, de voir des traces d'eau bouillie parfois, des empreintes miniatures, et même à l'intérieur du corps, la chimie laisse des marques qui montrent qu'il y avait une diversité alimentaire énorme. C'est ça, flexitarien? C'était un peu dans ce sens-là, oui. Ouais. Cette Ça veut idée dire un peu de tout? Un peu de tout. Ouais, Omnivore. Voilà, omnivore. Un omnivore, et puis aussi dans le sens où cet homme a vécu pendant très longtemps sur une extension géographique très large. Ce qui fait qu'il y avait du mammouth par moment. À l'époque, il existait encore, mais il y avait aussi des animaux de zones chaudes dans d'autres régions, et une diversité importante en fonction des conditions, de l'endroit, de l'envie. Sur les dents, dans quel état on retrouve leurs dents? On les retrouve plutôt bien conservés. En fait, c'est ce qu'on retrouve le mieux, d'ailleurs, les dents, parce que c'est très solide. Et ils avaient beaucoup moins de pathologies dentaires que les hommes historiques, entre autres parce qu'il n'y avait pas de céréales en grande quantité comme on peut l'avoir, et peu de sucre. Voilà, c'est ça. On a compris pourquoi ils vivaient devant les cavernes et pas dedans. C'est-à-dire qu'à l'entrée de la caverne, c'est quand même intéressant, parce que vous êtes à la fois, vous avez la lumière du jour, vous êtes à la fois le dos protégé, donc là, vous avez le haut vent et tout contre le mauvais temps, c'est quand même mieux, et vous n'avez pas besoin d'un éclairage donc en permanence. Et c'est vrai que l'homme des cavernes, là aussi, c'était un peu pour donner ce côté inférieur, en disant, voilà, il vit comme les ours et les hyènes des cavernes, et pas du tout. Mais dans l'alimentation, ce qui est important aussi, c'est de voir, je reviens à ces plantes médicinales, parce que c'est quand même des découvertes très récentes et très importantes. Au niveau du tartre dentaire de certaines des dents néandertaliennes, on a trouvé, par exemple, des résidus qui montraient qu'ils avaient mangé des bourgeons
de peuplier. Et les bourgeons de peuplier, quand ça passe dans notre estomac, ça se transforme en acide salicylique, c'est-à-dire en aspirine. Et on a vu ça, une corrélation entre un malade, un néandertalien malade qui avait un abcès absolument épouvantable dentaire et la présence de ce résidu. Donc vous voyez, on commence à quand même bien le connaître. C'est tous les aspects, comme vous dites, sociétal, la structure des sociétés, politiques. On vous écouterait pendant des heures. Néandertal prenait donc de l'aspirine. Néandertal l'Expo, c'est donc jusqu'au 7 janvier 2019 au Musée de l'Homme à Paris. Néandertal de A à Z, votre livre, Marilène Nepatomatis. Il y a un très beau catalogue, excusez-moi. Mais voilà. bien sûr, aux éditions Alary, de même que le catalogue. le catalogue aux éditions- Votre livre aux éditions Alary et le catalogue de l'exposition sur place, évidemment. Et puis ce guide de survie sur les traces de Néandertal d'Antoine et Karine Balzo aux éditions du Chêne. Merci beaucoup l'un et l'autre d'être venus nous voir ce soir.